tout ce que je te raconte, je le raconte à personne. En vérité, je le raconte à personne. Je vais continuer de courir. Alors que tu risquais ta vie. Je suis là pour ça, c'est mon métier en fait. Si à un moment donné on fait une connerie, si quand on nous demande de pas filmer, on filme quand même, ils peuvent nous fumer, c'est vraiment dangereux quoi. La plupart des types que j'ai tournés dans mes reportages, ils sont morts depuis. Salut à tous, bienvenue sur Press Room. Sur cette chaîne, des journalistes nous ouvrent les coulisses de leurs enquêtes, témoignent des risques qu'ils prennent sur le terrain pour révéler des informations exclusives. Ils partagent avec nous ce que l'on ne voit jamais à l'écran. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Romain Bolzinger. C'est un journaliste au courage remarquable, car il enquête dans des pays où informer, c'est risquer sa vie, et il en revient toujours avec des histoires qu'on n'oublie pas. Son terrain de prédilection, c'est le Mexique, un endroit où les journalistes sont traqués, kidnappés, assassinés, et surtout ceux qui osent enquêter sur les liens entre les cartels de la drogue et le gouvernement. Et c'est exactement ce que fait Romain depuis des années. Dans cet épisode, Romain va nous raconter comment il fait pour approcher les chefs des cartels les plus dangereux, pourquoi il s'est retrouvé à contresens sur une autoroute poursuivi par la police et les risques énormes qu'il a pris pour dénoncer les accords secrets entre le pouvoir et les narcotrafiquants. Alors si vous aimez les révélations, abonnez-vous, likez, commentez. On a besoin d'avoir votre avis sur cette chaîne et surtout activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ça tourne avec Romain Bolzinger. Le gouvernement n'a jamais lutté contre les cartels. Vous coupez une tête, il y en a deux qui repoussent. On n'est pas prêt de gagner la guerre contre la drogue. Tout ça, c'est un grand cirque. Ça va Romain ? Salut Esther. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Est-ce que tu peux te présenter, Romain, s'il te plaît ? Je suis journaliste, réalisateur. J'ai passé beaucoup de temps en dehors de la France. Moi, ça m'intéressait d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Quand on va voir du narcotrafic avec des massacres au Mexique ou qu'on se retrouve dans une tranchée en Ukraine, on se rend compte que l'être humain est quand même capable de faire des choses qui dépassent l'entendement. Et en même temps, l'être humain est capable de choses incroyables. C'est ce qui fait un peu notre spécificité. Et au fond, quels que soient les sujets que j'ai faits, j'ai toujours été un peu à la recherche de comprendre jusqu'où on était capable d'aller d'un côté comme de l'autre. Voilà. Pourquoi tu t'intéresses justement au cartel mexicain depuis toutes ces années ? Au départ, donc je travaillais à TF1 et il y avait le procès d'El Chapo et c'est soi-disant le plus grand narcotrafiquant de l'histoire qui va être jugé aux États-Unis. C'est peut-être l'occasion de s'intéresser aux trafiquants mexicains, qui jusqu'alors en fait n'apparaissaient pas à la télévision. Et donc j'ai réussi à trouver un fixeur qui s'appelle Miguel, qui deviendra mon ami. Je suis le parrain de son fils, il est venu à mon mariage. Enfin voilà, on a travaillé ensemble pendant 5 ans. J'ai fait 15 voyages au Mexique. Je suis devenu complètement amoureux à la fois de ce pays, de cette population et des enjeux de ce pays qui tournent essentiellement autour du narcotrafic. Sur la table, 200 000 € de marchandises. Une gélule ne coûte qu'1 euro à produire et sera revendue 20 fois plus cher aux États-Unis. La demande n'arrête pas d'augmenter. On parle de 300% d'augmentation en quelques années. Tu es dans un labo où on voit des kilos de drogue, etc. Ça a été chaud, ça aussi, à obtenir comme séquence ? Alors, c'est de la méthamphétamine. C'est un laboratoire de méthamphétamine. Alors surtout, c'est dangereux en fait. D'abord parce qu'en fait, il y a des émanations en fait de produits chimiques qui peuvent vraiment abîmer la santé profondément. Ça, c'est vraiment de la merde, pour être très clair. T'avais un masque, un truc ? Alors, on n'avait pas toujours des masques parce que ça se faisait toujours un peu à l'arrache. C'est ici, c'est là. Donc, ils nous disaient surtout t'approches pas trop, etc. Et tout. C'est toujours compliqué d'avoir les labos parce que c'est l'unité de production. C'est là où l'investissement aussi est élevé parce qu'il faut investir dans des brûleurs, dans des micro-ondes. Et voilà, les produits chimiques sont aussi chers et difficiles à obtenir. Donc c'est le truc un peu touchy pour eux de montrer ça. Et en même temps, ils adorent montrer qui sont les kings, ils adorent montrer que c'est eux les meilleurs, ils adorent se montrer à la télévision. Et c'est le côté un peu, j'allais dire, bling-bling, show-off des Mexicains
qui fait qu'on arrive à filmer ça. Mais vous filmez ça en Albanie, c'est impossible. Ouais. Comment t'as fait, toi, pour justement rentrer en contact avec les barons de la drogue ? Alors, je le faisais pas directement. Donc moi, je travaillais avec donc un fixeur. Un fixeur, c'est un journaliste local. Et Miguel Ángel Vega, il travaillait pour le magazine Rio Doce, qui était un magazine spécialisé dans le crime organisé. Et on s'est tout de suite très très bien entendu. Et il m'a dit, moi, je peux te trouver des accès. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre au Mexique, c'est que les narcotrafiquants, ils font partie, ils vivent parmi la population. La population, on les connaît, communique avec la presse, ils font des communiqués, ils donnent des interviews. ¿Dónde está tu marido? Ando trabajando. ¿Y por qué no entra a trabajar conmigo? Le voy a decir que entra a trabajar con usted. On le voyait distribuer de l'argent au grand jour, le pistolet à la ceinture. Je me souviens quand je tournais aux États-Unis, le fait d'être une journaliste française qui vient aux États-Unis pour rencontrer telle ou telle personne, ils se sentent en fait flattés. Ils se sentent flattés, ils ont l'impression que tu as fait le voyage pour eux. Et finalement, ils ouvrent plus facilement les portes que si j'avais été une journaliste américaine. Tu penses que toi, ça a été un avantage d'être un journaliste français plutôt que d'être un journaliste mexicain ? Ouais. C'est clairement un avantage. C'est plus safe, entre guillemets. Et puis, c'est plus valorisant. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a traversé l'Atlantique pour venir les voir. Ouais, exactement. Toute l'Europe va pouvoir les voir, etc. Et tout. Et c'est un processus qui est très humain. On parlait de la nature humaine tout à l'heure. C'est des gens qui vivent cachés. Souvent, à leur propre famille, ils peuvent pas toujours tout dire de ce qu'ils font, parce qu'ils font quand même des choses dégueulasses. Ils tuent des gens, ils les torturent, etc. Et là, de pouvoir, derrière une cagoule, derrière un masque, vraiment raconter ce qui se raconte entre copains, mais pouvoir le faire savoir à la terre entière, pour eux, c'est assez jouissif. Et en fait, on sait jamais vraiment pourquoi les gens, j'imagine, ça t'est arrivé plein de fois dans ta carrière, tu te demandes pourquoi est-ce que ces gens-là viennent devant la caméra. Tu sais pas ce que c'est. T'as envie de leur dire, justement, le fais pas, c'est hyper dangereux de venir dire ça. Et pourtant, en fait, les ressorts qui font que les gens viennent nous dire des choses invraisemblables. C'est l'orgueil, en fait. C'est une forme d'orgueil. C'est plein de choses. L'orgueil, la revanche, la haine. C'est plein de choses très humaines. Ouais. Tu leur as tous mis ça. Alors, montre-nous ça. Tu leur as tous donné... Alors ça, c'est ce qu'on appelle une Catrina. Donc, au Mexique, il y a ce qu'on appelle la fête des morts. C'est assez populaire. Ouais. Et donc, en général, c'est des têtes de mort qui sont décorées à la mexicaine pour la fête des morts. Et donc, nous, en fait... comme dans une série de 4 épisodes d'1 heure, il y a beaucoup de narcos qui sont tous en cagoule. À la fin, on n'aurait pas su qui était qui. Et donc, c'était une façon, en fait, de leur donner une identité à chacun d'entre eux grâce au masque. Dans le cartel, on me surnomme l'Aigle. J'appartiens au cartel de Sinaloa. Le truc, c'est qu'au départ, moi, je ne savais pas si les gars allaient accepter de porter des masques. Ils allaient peut-être se trouver ridicule. Et jamais, y compris le numéro 2 du cartel, jamais personne a refusé de les porter. Oui, parce qu'il y en a qui sont vraiment... C'est des clowns, il y a des masques de clowns, presque quasiment. Il y a des masques de clowns, il y a un peu de tout. Il y a des masques de corbeaux, il y a tout un tas de masques différents. Il y a aussi des cagoules de lutteurs, de lutteurs mexicains. Alors ça, en général, on les réservait pour les policiers corrompus. D'ailleurs, il y a certains de tes témoins qui te parlent au péril de leur vie. Comment tu fais, toi, pour les protéger ? Comment tu fais pour protéger tes sources ? Alors, je me souviens, il y a le témoignage d'une femme, justement, qui m'a posé un gros cas de conscience. Donc, c'était une candidate pour la députation de l'État du Sinaloa. Une fille vraiment courageuse qui racontait comment elle avait été enlevée, menacée de mort, avec des centaines d'autres candidats ou personnels de partis d'opposition, enfermés dans une ferme. Et elle raconte qu'elle se retrouve face au chef du cartel, dont elle ne me donnera pas le nom. Elle me l'a dit en off, mais elle m'a demandé de ne pas révéler l'identité. Et au départ, cette candidate voulait témoigner à visage découvert. Et je lui ai dit, mais t'as conscience du risque que tu prends pour ta vie. Je dis là, si tu fais ça publiquement, au niveau international, ça va être vu dans l'intégralité de l'Amérique latine, peut-être aux États-Unis. Tu prends un risque énorme. Et du coup, on lui a demandé de porter un masque. Ils m'ont dit que j'allais voir le chef des chefs.
Et là, le chef me dit que je suis quelqu'un de bien, très doué pour la politique, mais que je suis pas dans le bon parti, et que je gagnerais pas cette élection, hein, même si j'étais populaire. Oui, qu'ils avaient tout organisé, et que c'est Morena qui allait gagner, le parti du président López Obrador. D'ailleurs, et je précise aussi que avant de diffuser, et c'est la seule personne à qui, parce que j'avais vraiment peur pour sa vie, c'est la seule personne à qui j'ai envoyé l'extrait de ce qu'elle disait, et je lui ai demandé de me le valider, et pour lui dire, t'es vraiment sûr que t'es prête à dire ça à la télévision avec ce masque? Et elle a dit oui. C'est quoi les choses les plus folles que t'as dû faire pour obtenir une image ou une interview? On est avec un groupe du cartel de Juarez, les Los Aztecas, et les gars sont complètement défoncés. Ils se piquent à l'héros devant nous, et ils nous disent, bon, bah, ce soir, on va passer de l'héroïne aux États-Unis. Nous, évidemment, on veut pas monter dans des voitures de narcos avec des types drogués, armés jusqu'aux dents, et en plus avec de la cam dans le coffre. Donc on les suit dans une voiture derrière avec Miguel. Et là, premier feu rouge, nous on s'arrête, ils s'arrêtent pas, énorme accident de voiture, et les types sortent, armés jusqu'aux dents, avec leur kalachnikov, et commencent à braquer l'autre chauffeur, et ce soir-là, on est parti. Le lendemain, ils nous disent, on essaie de, parce que nous on veut quand même tourner notre séquence, hein, c'était quand même une séquence difficile à tourner, en gros, ils devaient passer de la marchandise aux États-Unis, donc et c'est super, quand même quelque chose qui est difficile à filmer. C'est un accès qui nous a pris des mois à négocier. Donc, oui, parce que c'est énorme, ça. En fait, on a obtenu, alors si vous voulez savoir comment on a eu l'accès, en fait, on a eu l'accès par un des chefs du cartel de Juarez, ils étaient 12 à l'époque, c'était une sorte de junta, donc une assemblée de chefs, et les 12 chefs étaient en prison. Et on a rencontré l'un des chefs en prison, on a pu l'interviewer en prison, au milieu de la cour, et on comprenait bien que c'est lui qui commandait, c'était pas les gardiens de prison. Il a écarté tout le monde, il a pu raconter tranquillement ce qu'il faisait et comment il le faisait, en toute impunité, hein. Et c'est lui qui nous autorise à tourner avec ces sbires qui font passer effectivement de la cam aux États-Unis. Et le lendemain, il nous donne rendez-vous dans un parc près de l'autoroute. Il faut savoir que la frontière, il y a une autoroute qui est juste avant le Rio Grande. Et là, ils nous disent, il faut monter dans la voiture avec nous. Donc on se regarde avec Miguel, et là, on enfreint une règle qu'on ne devrait pas enfreindre, mais ça fait déjà 15 jours qu'on attend à Juarez. Ça fait 15 jours qu'on attend de faire cette séquence. Et on leur dit, il y en a pour combien de temps? 5 minutos, il y en a pour 5 minutes. Donc on monte dans la voiture, et là, ils prennent l'autoroute à contresens. Et ensuite, ils traversent le terre-plein central, ils retraversent l'autoroute à la perpendiculaire. Hein. Et ils sont défoncés en plus, les mecs. Alors, ils étaient tout le temps défoncés, de toute façon. Attends, il y en a une qui va passer. Allez, vas-y. Et donc ensuite, on arrive le long du Rio Grande, et là, il y a le mur américain. Et on attend un quart d'heure, ils attendent un signal comme quoi on va pouvoir... en fait, il y a des gardes frontières américains corrompus qui leur ouvrent, il y a des petites portes dans le mur, et soi-disant, on devait vous filmer ce moment où ça s'ouvre. Et là, à ce moment-là, il reçoit un coup de téléphone, le chef, qui dit, en gros, il y a les flics qui arrivent. Et donc là, le gars me regarde et me dit, tu cours. Venez, nous on passe par en bas. Venez. Mais nous, on doit vous suivre, là? Mais oui, venez avec moi. Maniez-vous. Et ils partent en courant le long du Rio Grande comme des dingues. Donc moi, je cours. Avec Miguel, on court aussi. Et on se dit là, on a franchi la ligne jaune. Parce que là, si les flics arrivent, ils vont pas dire haut les mains, ils vont tirer. Ah ouais? Et eux, ils vont tirer aussi. Donc on va se retrouver au milieu d'une fusillade. On est journaliste, il fait nuit. On est le long du Rio Grande. C'est pas bon. Là, c'est toi qui filmes? Ouais. Tu prends la décision de continuer à filmer, mais comment tu réfléchis techniquement à tes séquences? En fait, à ce moment-là, en fait, c'est notre métier. On est formé à ça. On est formé à toujours filmer quand il se passe quelque chose. Surtout quand il se passe quelque chose. Surtout quand il se passe quelque chose. Et donc, en fait, l'imprévu arrive en permanence. Et dans ces cas-là, même quand on a un doute, on rec. On appuie sur le bouton et on tourne. Le fait de filmer, d'avoir ce filtre, en fait, qui fait qu'en fait que tu regardes les choses à travers une caméra, tu regardes les choses à travers un écran, ça t'évite d'être victime de ce que tu regardes toi-même. Moi, je sais que quand je tournais, vraiment, je sentais ça. Tu parlais justement des mecs qui prennent de l'héroïne devant toi. Moi, quand j'avais fait le sujet sur l'héroïne aux États-Unis, j'étais seule et je me retrouve chez un dealer avec une nana et il commence à se shooter comme ça. Ça fait bizarre, hein, c'est chaud quand même. Hein.
Et en fait, j'ai commencé à avoir une montée, mais dès que j'ai réqué, c'était terminé. J'avais plus peur, en fait. J'étais dans mon truc, j'étais dans il faut que je fasse ce plan, il faut que je fasse le serré, il faut que je fasse tel plan. Et finalement, effectivement, ça t'empêche d'avoir peur. Bon allez, on se défonce. C'est juste assez pour être normal, pour fonctionner. 4 fois par jour, c'est pour être bien. C'est assez dégueulasse de faire ça. Mais une fois que tu tombes dedans, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire pour rester en sécurité dans ce genre d'environnement? Quelles sont tes règles? Tu disais donc justement pas être dans la voiture avec eux, mais est-ce que tu as des choses... Règle numéro 1, ouais. Travailler avec un fixeur, donc un journaliste local en qui on a confiance, qui est expérimenté. Parce que la première personne qui va sentir le danger ou qui va voir qu'on tombe dans un piège, c'est pas toi, c'est ton fixeur. Lui, il va être tes yeux, il va regarder derrière toi quand tu es en train de filmer. Et parmi les règles, c'est par exemple, ne jamais rester plus longtemps que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que moi, ma règle, c'était 2 heures maximum. Je m'autorisais à chaque fois de pas rester plus que 2 heures dans un seul endroit avec des types armés jusqu'aux dents, souvent drogués, parce que plus de 2 heures, en 2 heures, tu dois avoir fini ton taf. Sinon, c'est que t'es pas bon. Évidemment, éviter d'aller boire des coups, encore moins se droguer avec eux, parce qu'évidemment, à chaque fois, ils vous proposent est-ce que tu veux te faire une trace de cocaïne, est-ce que tu veux ceci, est-ce que tu veux... Jamais. Et en fait, jamais rentrer dans une relation qui soit pas, entre guillemets, professionnelle, c'est-à-dire que où chacun doit être à sa place. Lui, il est trafiquant, moi, je suis journaliste, et moi, en fait, je suis dans mon rôle, exactement comme ce que tu disais tout à l'heure, où derrière notre caméra, on se protège. Le seul chose qui me protège, c'est cette caméra et cette carte de presse. Quand justement on tourne très longtemps avec des gens, même si c'est des gens qui sont pas forcément fréquentables, tu peux avoir une petite relation qui se crée. Mais toi, Toi, quand t'es aux États-Unis avec tes toxicos, il y en a avec qui tu peux rentrer en empathie. Ouais. Tu peux te dire, le pauvre gars, t'as envie de l'aider, en fait, etc. Et tout. Ouais. Ça nous est tous arrivé. Ouais. Quand t'es avec des mecs comme ça, tu sais que c'est des enculés. Pardon, excuse-moi le mot. Mais c'est des crevures. Alors c'est des petits gars qui ont voulu se sortir eux-mêmes de la misère, mais pour ça on fait un pacte avec le diable, qui assassine à 15 ans, on assassine, on torture. C'est des gens qui sont capables d'atrocités invraisemblables. Et donc faut toujours garder ça en tête. Les gars ont l'air hyper sympas, c'est des monstres. Allô, Juanito ? Bon, on a reçu l'ordre d'enlever son épouse pour que le flic se mette à parler. Et s'il veut pas parler, on va couper les doigts de sa femme les uns après les autres. Et je peux pas t'en dire plus. Parce que sinon, mes patrons, ils vont pas te laisser la vie sauve. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir que au Mexique, c'est le pays où les journalistes se font le plus assassiner dans le monde. Il y a plus de journalistes qui meurent au Mexique qu'en Ukraine. C'est juste pour vous dire. C'est-à-dire que quand un journaliste d'investigation mexicain va enquêter sur un politicien corrompu, sur un chef de cartel, sur une manipulation au cours d'une élection, il mord. C'est sûr. Et pourtant, c'est ça qui est incroyable chez les Mexicains, et ces journalistes sont extrêmement courageux parce qu'ils continuent. Ils continuent de publier sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Alors, ils prennent des mesures de sécurité aussi, eux, pour essayer de rester le plus anonyme possible. Mais ils continuent, ils lâchent pas, en fait. Et en fait, le véritable combat aussi pour la liberté ou l'émancipation, en fait, de la population des cartels, parce que la population, elle est prise entre deux feux, entre un gouvernement corrompu, criminel, et des criminels sanguinaires. Et donc, ils se taisent, en général, les gens. Et les journalistes, c'est les seuls qui sont, à un moment donné, capables d'incarner cette résistance, parce que l'État a complètement baissé les bras, il est partie prenante, et c'est pour ça qu'en fait, ils le payent de leur vie. J'ai passé 7 ans en exil. J'ai fait de la prison. J'ai été torturé. Je suis passé à 1 millimètre de la mort. Ils m'ont tout pris. Même la peur. Je suis Jesus Lemus. Je suis journaliste. Nous, quand on est journaliste étranger, on se pointe là-bas. Pourquoi est-ce qu'il nous arrive rien ? Justement à cause de ces accords avec le gouvernement. C'est qu'un journaliste mexicain qui se fait tuer un de plus, c'est pas très grave. Mais un journaliste français
ou un journaliste italien ou anglais qui meurt sur le territoire d'un chef de cartel, c'est un énorme problème. Pourquoi ? Parce que le président qui est tout en haut de la pyramide, il va recevoir des coups de téléphone du président français ou du président anglais. Ça va devenir une affaire, un scandale diplomatique. Ouais. Donc, et ça va redescendre en cascade. Et donc, on va finir par dire au jefe de plaza, hein, donc le narco qui contrôle ce territoire sur lequel moi je vais mourir éventuellement, ou un autre, t'es pas capable de gérer, tu gères pas ta sécurité, donc tu dégages. Et donc, c'est pour ça, les cartels mexicains ne s'en prendront jamais à un journaliste étranger. Okay. Ça n'arrivera pas. Mais par contre, nous, il faut qu'on respecte les règles. Parce que si à un moment donné, on fait une connerie, si quand on nous demande de pas filmer, on filme quand même, et que les gars commencent à avoir un doute, et que, voilà, ils sont assez chauds, donc ils montent vite dans les tours, ils peuvent commettre des erreurs irréparables et nous fumer en pensant que, bon, bah, en fait, ils travaillent pour un cartel. Donc on est toujours sur un fil, et en fait, c'est pour ça qu'il faut que nous, journalistes, on reste toujours à notre place de journaliste et qu'on n'essaye pas de copiner pour essayer de gratter autre chose. Donc tu disais, ouais, quand tu les rencontres, les narcos, tu restes pas trop longtemps avec eux ? Alors ça dépend, en fait, qui vous rencontrez. Plus ils sont élevés dans la hiérarchie et plus vous avez affaire à des gens qui sont quand même redoutablement intelligents, mais redoutablement violents aussi, quoi. Et je me souviens très bien d'un gars qui était, c'était à Culiacán, un des bras droits d'une des factions, je ne sais pas laquelle, parce que c'est pas une genre d'information qu'on me donnait, ni pour quelle famille il travaillait. Le type était très intelligent et il me dit, bon, bah, demain, on va faire l'interview. Puis le lendemain, il vient pas, le surlendemain, il vient pas. Donc on attend, on se dit, bon, le gars nous a planté. Il revient 3-4 jours plus tard. Il me dit, je suis désolé, ils m'ont envoyé à la frontière, j'ai dû prendre un avion, une avionnetta, là. Il fallait torturer un mec, on avait perdu un... Et donc le gars te raconte ça comme ça, et je lui pose la question, parce que le gars était intelligent, donc je sentais qu'on pouvait avoir une vraie discussion. Et donc je lui dis, mais t'arrives à gérer ça, torturer des gens, tuer des gens, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Le gars me dit, écoute, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Au début, je l'ai fait pour l'argent, parce qu'il fallait que je nourrisse ma famille. Petit à petit, j'ai grimpé les échelons. Et il me dit, moi, ce qui me fascine encore aujourd'hui, et je supporte plus, en fait, de voir des gens qui prennent plaisir à torturer. Et c'est leur kiff de faire souffrir les autres. Et je dis, moi, je dois rester de glace. Et c'est le seul moment, en fait, en 5 ans, que j'ai eu un témoignage un petit peu authentique, humain, d'un gars qui m'a dit, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus, j'aimerais pouvoir partir. Mais je n'ai le droit de rien. Si en tu fait, pars, le cartel est une immense prison. On ne peut pas sortir du cartel, à part soit la prison, soit entre 4 planches. Dans les films, on a toujours l'impression que les narcos, ils ont une vie de rêve, qui sont là dans des grandes maisons, avec des filles. C'est totalement faux. C'est quoi leur vie en vrai ? Ils vivent cachés, hein, faut pas rêver. Hein. Moi, j'ai rencontré le numéro 2 du cartel de Sinaloa, le chef de la sécurité d'El Mayo Zambada, qui était le plus gros narco du pays. J'étais chez lui, je le sais. Je sais que j'étais chez lui parce que il y avait sa femme, j'entendais sa femme et j'entendais son bébé pleurer. J'arrive dans une maison, dans la Sierra, complètement pourrave. Et je fais l'interview dans un garage. Je me souviens, il y avait un congélo au fond. Enfin, c'était dégueulasse. Et en fait, je pense qu'on fait une erreur fondamentale quand on parle des narcotrafiquants, c'est qu'on pense que le seul moteur de tout ça, c'est l'argent. Alors oui, au départ, tous ceux qui commencent à faire du trafic de stupes, au début, ils veulent de l'argent, ils veulent des Ferrari, etc. Mais au Mexique, en particulier au Mexique, en fait, ce qui devient en fait le véritable moteur de ces types-là, et ce qui va faire qu'ils vont déployer autant de violence, c'est le pouvoir. Ils sont accros au pouvoir. Et donc, ils préfèrent vivre cachés dans la Sierra, mais leur kiff, c'est de pouvoir appeler un général pour lui dire « maintenant, tu vas faire ce que je te dis ». Leur pouvoir, c'est de pouvoir convoquer le gouverneur pour lui dire « je veux pas que le président de l'université, ce soit lui, je veux que ce soit mon copain, machin ». Et en fait, leur kiff, il est là. Il est dans le pouvoir. C'est des gens qui, en général, viennent de tout en bas. Et en fait, leur kiff, c'est d'être les boss. Mais les boss en termes de pouvoir, pas en... Donc bien sûr qu'ils ont besoin de l'argent, devient un moyen d'exercer un pouvoir, mais n'est plus le mobile principal. C'est quoi la situation la plus pénible dans laquelle tu t'es retrouvé en tournage ? Attendre une semaine dans une voiture, ça m'est arrivé tellement de fois. Tellement de fois. Je me dis, mais c'est du masochisme, quoi. On passait tellement de temps dans cette voiture, donc c'était un gros 4x4 Toyota. Ouais.
Et c'était quasiment devenu un personnage, et on l'appelait la cabrona. La cabrona, c'est la connasse. Parce qu'on la supportait plus. On passait déjà, on faisait des kilomètres et des kilomètres. Avec Miguel, j'ai ratissé le Mexique dans cette voiture, du Chiapas jusqu'au Tamaulipas. J'en ai traversé le pays plusieurs fois en voiture parce que. Et c'est énorme le Mexique. C'est un pays qui est gigantesque, qui est sublime. Il y a tout, il y a du désert, il y a de la jungle, il y a des montagnes. C'est assez incroyable. Et donc on se faisait des road trips comme ça dans cette bagnole. Et c'était notre baraque, quoi. C'est-à-dire que derrière, on baissait les sièges pour mettre tout le matos de tournage, etc. et tout. Et en gros, on s'arrêtait dès qu'on pouvait dans les Oxxo, c'est les genres de stations-service, il y en a partout au Mexique. Et le problème, c'est qu'on bouffait des chips, on bouffait de la merde, on buvait du coca. Ouais, c'est ça. Et des sandwichs pourris, quoi. Ouais. Et des fois, on dormait dans cette voiture, on attendait parce qu'on savait que c'était là le point de rendez-vous et qu'il n'y avait pas vraiment d'autre façon de communiquer avec les gars. Donc voilà, on a passé un paquet de temps dans la cabrona et on en rigole encore. On en rigole encore avec Miguel, ouais. Comment tu gères le fait de partir dans des pays ultra dangereux longtemps comme ça avec ta famille ? Je leur raconte pas. Ah ouais. Mes enfants, moi c'est très simple. Quand je revenais de Syrie ou quand je revenais d'Ukraine ou quand je revenais de Congo ou du Mexique, papa est rentré et je leur racontais pas ce que je faisais. Et pendant des années, elles ont jamais vu mes reportages. Ah ouais. Tant qu'elles étaient petites, elles regardaient pas ce que faisait papa. J'avais pas du tout envie qu'elles se prennent la tête. Elles savaient que papa partait loin, etc. et tout, mais je racontais pas. Mais tout ce que je te raconte là, je le raconte à personne. En vérité, je le raconte à personne. Quand t'as 20 ans et que tu fais tes premiers reportages, ça a dû t'arriver. Au début, t'es hyper excité, t'as envie de raconter à tout le monde ce que t'as vécu. Et puis, mine de rien, en fait, ces trucs sont hyper durs. T'en prends plein la gueule, toi, en termes personnels. Et au final, tu finis par plus le raconter. Parce que t'as plus envie, et parce que aussi, finalement, peu à peu, les autres, en vérité, ceux qui l'ont pas vraiment vécu, peuvent pas vraiment le comprendre. C'est un métier passion, Tu fais pas ce métier où tu te mets quand même en danger tous les 4 matins pour gagner du fric, parce qu'en plus, t'en gagnes pas. Donc c'est quand même un boulot qui est très mal payé. Et tant que tu as cette satisfaction-là de partir en tournage, d'aller dans des pays où personne ne peut aller, où tu peux voir et filmer des choses que personne ne peut voir, même pas un flic ou pas un juge, et que tu peux rapporter ce matériel qui raconte la course du monde, en fait, c'est une satisfaction personnelle. C'est addictif presque. C'est addictif, ouais. C'est addictif. C'est addictif, mais je trouve quand même qu'au fil des années, moi, je commence à un peu... ça t'abîme à la fin. Ouais. De voir toutes ces horreurs, de raconter toutes ces horreurs, etc. et tout. Ça finit par t'abîmer un peu. Merci beaucoup, Romain, de nous avoir raconté tout ça. En plus, c'est des choses que tu racontes pas souvent, donc merci de nous... Merci, Esther. Moi, ça me fait plaisir de raconter ça à une vieille copine. Puis surtout qui comprend toutes ces histoires. Ah bah oui, mais elles sont passionnantes en vrai, ces histoires. Et puis surtout, personne ne les connaît. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci, Esther. Merci. Ciao. Si vous avez des questions pour Romain, postez-les en commentaire, on en sélectionnera 3 et il vous répondra dans un short que vous retrouverez bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cet épisode. Merci à toute l'équipe de Pressroom qui travaille en coulisses. Alors nous sommes un média indépendant, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don sur Tipeee. À bientôt sur Pressroom.